Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir la grande édition pendant 1 heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine intense pour les investisseurs avec parmi les grands rendez-vous de la semaine, la réunion de la Réserve fédérale américaine et le discours de Jérôme Powell attendu mercredi soir. Sur le front macroéconomique, nous aurons également les premières estimations de PIB pour le premier trimestre aux États-Unis, en zone euro, en Allemagne, en France également, des chiffres qui seront publiés à partir de jeudi. On suivra également la prise de parole de Joe Biden en milieu de semaine devant le Congrès réuni. Cette semaine va marquer les 100 jours du mandat de Joe Biden qui est arrivé à la Maison-Blanche sur le plan opérationnel le 20 janvier dernier. Et puis sur le front de la microéconomie, les méga caps seront de sortie dès ce soir avec Tesla et puis les autres GAFAM qui publieront leurs résultats tout au long de la semaine. Ce sera donc une semaine importante pour les investisseurs, une semaine d'ores et déjà importante pour Lagardère avec des négociations qui pourraient bien permettre de franchir un pas historique puisque c'est bien la commandite qui est en jeu aujourd'hui, fruit d'une négociation longue entre les grands actionnaires de Lagardère, Arnaud Lagardère bien sûr, mais également Bernard Arnault d'un côté, Vincent Bolloré-Vivendi de l'autre et le fonds activiste Amber présent au capital depuis plusieurs années maintenant. Arnaud Lagardère serait prêt, semble-t-il, à abandonner le statut de commandite pour un statut de société anonyme. Est-ce que c'est une manière pour lui de sécuriser le périmètre de son groupe, d'éviter un éclatement total du groupe Lagardère, ou est-ce qu'au contraire, l'abandon de la commandite ouvrirait la voie à un démantèlement du groupe avec des actifs médias qui sont évidemment jugés intéressants par certains, on parle d'Europe 1 ou encore du JDD. Sans doute des réponses dans les prochaines semaines, sachant que Lagardère doit normalement publier son chiffre d'affaires demain pour le premier trimestre. Et puis bien sûr, comme chaque lundi à la mi-journée, le plan de trading, ce sera dans quelques instants avec Romain Daubry à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Des marchés calmes au démarrage d'une semaine intense sur le front des nouvelles de marché. Le point complet à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La tendance est en légère hausse à la mi-journée alors que le CAC 40 hésite depuis ce matin avant les nombreuses publications d'entreprises qui sont attendues de part et d'autre de l'Atlantique cette semaine. Aux États-Unis tout d'abord, cette semaine sera celle des valeurs technologiques avec Tesla qui publiera ses résultats cette nuit après la clôture de Wall Street, tandis que suivront dans les jours qui viennent Microsoft, Alphabet, Apple ou encore Facebook. En France, de nombreux résultats sont également attendus sur la semaine, à commencer par Michelin qui publiera ses résultats trimestriels aujourd'hui après la clôture parisienne, suivie de 10 autres composantes du CAC 40 qui publieront leurs résultats trimestriels sur la semaine, comme Schneider Electric, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Unibail-Rodamco-Westfield ou encore BNP Paribas. Une semaine qui sera également marquée par la décision de politique monétaire de la Fed après celle de la BCE la semaine dernière, tandis que Joe Biden s'exprimera de son côté devant le Congrès mercredi. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui progresse de 0,2 points au mois d'avril pour se hisser donc à 96,8 points contre 97,8 points anticipés. Sur le front sanitaire, notons que le vaccin développé par Johnson & Johnson a finalement été de nouveau autorisé aux États-Unis pour toute personne âgée de plus de 18 ans. Et si l'on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Eramet qui annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 8% sur un an. Eramet qui souligne la bonne performance opérationnelle de ses activités historiques sur une période de l'année où les performances sont traditionnellement en recul. Crédit Agricole annonce de son côté avoir obtenu un peu plus de 90% de l'italien Credito Valtellinese suite à l'OPA lancé sur l'entreprise il y a quelques semaines. On note également à la Bourse de Paris que le groupe Lagardère a de son côté confirmé étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme sans certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours. Si le projet aboutit, ce changement de gouvernance pourrait faire perdre à Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe, même si celui-ci deviendrait PDG jusqu'en 2025.
2026 selon plusieurs médias. On note toujours à Paris que Icade annonce de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 44% sur un an au premier trimestre à 392,5 millions d'euros. Et à Paris toujours, on note que Tarkett a vu la cotation de ses titres suspendue vendredi à la demande de la société. La famille Deconinck, actionnaire majoritaire de l'entreprise, serait sur le point de lancer une OPA sur les titres au prix de 20 € par action contre un tout petit peu moins de 16 € vendredi avant la suspension de la cotation. Ça, c'était pour les valeurs à Paris à la mi-journée. On regarde quelques indicateurs clés du coup à la mi-journée. Le pétrole qui est aux alentours des 65 $ le baril de Brent. L'once d'or qui se dirige doucement vers les 1800 $ l'once. Donc l'euro-dollar qui continue sa progression de son côté et qui est aux alentours des 1,21 $ pour 1 euro. Et du côté des rendements obligataires, le rendement à 10 ans aux États-Unis est aux alentours des 1,58% donc aux États-Unis, tandis qu'en France, l'OAT à 10 ans progresse légèrement de son côté pour être à 0,01%. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. État des lieux des marchés et plan de trading pour la semaine. Comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse, on retrouve Romain Debril, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire, merci. Bon, intéressant, la semaine dernière, on a eu une consolidation éclair. Ça s'est joué en quelques heures mardi dernier, le 20 avril. Ouais. Et depuis, le marché est reparti. On n'a pas remarqué de sommet techniquement parlant sur le CAC ou sur les autres indices, mais ça semble être quand même le sens de l'histoire cette semaine. On pressentait un épuisement. Il a vraiment été flash, effectivement. Je reconnais d'ailleurs que je n'ai pas trouvé les points bas, les raisons de l'arrêt de la baisse. On pensait que ça pourrait aller un tout petit peu plus bas sur des niveaux techniques un peu plus importants. On voit qu'il y a eu de l'appétit. Ce qu'on note dans ce mouvement, c'est qu'il y a eu le retour des vendeurs. Pour la première fois, depuis plusieurs semaines, on s'étonnait, on constatait qu'il n'y avait pas de pression baissière sur le marché. Et dans ce petit mouvement de baisse, bien effectivement, 10 000 contrats futurs ont été ouverts sur une position globale de 300 000. Et ils se sont rachetés quasiment instantanément le mercredi. Donc 9 700 contrats ouverts dans la baisse, 9 100 contrats refermés le lendemain dans le rebond. Donc un aller-retour, l'idée d'un aller-retour très rapide. L'idée d'un aller-retour, ce qui est intéressant quand on veut disséquer un petit peu, c'est qu'on a mis 10 000 contrats pour perdre 2%. Et on a repris ces 10 000 contrats pour remonter de 0,7. Donc c'est un peu plus facile de baisser que de remonter. Il y a toujours quand même cette idée d'épuisement, de peut-être distribution, de prise de bénéfices, d'alléger des positions, et qu'on a du mal à repayer, même si le marché a remonté. Toute la remontée s'est faite avec une diminution d'intérêt sur le futur CAC 40, et globalement, depuis 6 165 points sur le CAC 40 cash, il y a eu 17 000 contrats détruits. Ça veut dire qu'il n'y a eu aucun intérêt spéculatif à la hausse. En revanche, la pression baissière elle a été instantanément enlevée. Ouais. Non, mais c'est intéressant. La semaine dernière, cette consolidation éclair montre quand même effectivement que les choses peuvent aller très très vite et que les contre-pieds aussi peuvent s'enchaîner. On est toujours dans une phase où l'idée, la meilleure stratégie est quoi ? De se laisser porter. Il y a toujours beaucoup d'inertie quand même dans ce marché, ce bull run qu'on connaît depuis l'arrivée des vaccins, si on prend cette séquence-là, Romain. Alors oui, se laisser porter, pas se laisser porter avec n'importe quoi. On devient de plus en plus sélectif sur les dossiers. L'idée, c'est vraiment toujours de faire du stock picking de plus en plus précis. Il y a certains secteurs qui repartent, et on le voit en poupe. On a le secteur des ressources de base qui repart cette semaine, par exemple, qui est intéressant, qui a donné un signal. Il y a donc comme ça des poches d'intérêt qui peuvent être intéressantes. On va essayer de les détecter. Mais globalement, sur les indices, on sent qu'effectivement, il y a un peu d'épuisement. Il y a un potentiel encore de hausse. De la couverture dans les portefeuilles, toujours sur cette échéance, très nettement. Et à chaque fois que le marché est monté, la couverture a été rehaussée au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment un signe de protection sur l'échéance du mois de mai, donc jusqu'au 3e vendredi du mois de mai. Après, sur le mois de juin, ça se confirme semaine après semaine. Et jusqu'en décembre prochain, il n'y a aucune couverture dans les portefeuilles, une complaisance complète. Donc là, on a un vrai risque, beaucoup plus marqué. Et puis, on a un risque sous certains niveaux techniques, en dessous de 6070 points sur le CAC 40, où il y aurait des accélérations potentielles un peu plus marquées. C'est intéressant parce qu'on commence à tous identifier le mois de juin, le début de l'été, comme étant peut-être un moment important pour les marchés. La BCE nous dit que la réunion du mois de juin sera une réunion importante. On peut imaginer aussi peut-être que du côté de la Fed, la prochaine réunion, celle du mois de juin, sera peut-être le début d'une possible inflexion de la tonalité du discours de la Réserve fédérale américaine. On en parlera juste après avec Frédéric Ducrozet, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait quand même une accumulation de signaux là, qui tendent à montrer que le début de l'été pourrait être un moment important pour les marchés. Tout point graphiquement, techniquement dans cette direction, macroéconomiquement,
Voilà, il va se passer des choses. Pour l'instant, le marché résiste très bien. Il y a toujours cette inertie. On se laisse porter. On écrète sur les points hauts, manifestement, mais pas d'alerte majeure dans l'immédiat, même si, encore une fois, on remonte avec rien du tout sur les futurs CAC 40. Bon, dans les tendances intéressantes du mois d'avril, qui marque une pause justement par rapport aux dynamiques de marché qu'on observait depuis l'arrivée des vaccins, on reparle des métaux précieux. Et l'argent, notamment, vous intéresse particulièrement, Romain? Oui, tout à fait. On évoquait alors la semaine dernière. On choisit cette semaine pour parler un peu de l'argent. Oui, parce qu'il y a une dynamique qui se reprend depuis 3 semaines maintenant sur la position nette spéculative sur l'argent. Alors, c'est un actif qui est difficile à travailler. Là, vous avez un graphique hebdomadaire de l'argent sous les yeux. On voit toutes ces mèches dans tous les sens. La dernière mèche haute, c'est le pic des Robinhood Traders qui a fait un long feu pour aller chercher cette extension à 29,85. Donc oui, il y a une dynamique haussière. On identifie maintenant une ligne de tendance haussière qui est en violet, sur laquelle l'once d'argent est venu s'appuyer. On résiste bien au-delà d'un support important à 24,40 et il y a des extensions possibles qui pourraient être marquées. Alors si on arrive à déborder 26,20 que j'ai pas mis à l'écran, qui est une petite intermédiaire, mais 28,13 était une résistance importante. On a ensuite 29,85 et là ça pourrait avoir un mouvement beaucoup plus important. J'ai pris un graphique de long terme. On voit que dans les années 2010, on était plutôt au-delà de 45,50 sur l'once d'argent. C'est encore une fois un actif difficile à travailler par sa volatilité, mais qui est extrêmement intéressant parce qu'il est indispensable dans toute l'industrie actuelle et toutes les industries photovoltaïques, batteries, et donc qui est un métal de la transition énergétique, qui est indispensable. Ça fait partie du cas d'investissement de l'argent aujourd'hui, qui est vraiment nécessaire, indispensable. Et donc cette réaction qui nous intéresse une fois encore, donc sur des niveaux techniques importants, avec une bonne résistance et une bonne résilience, dans le même ton que l'or qu'on évoquait la semaine dernière, qui semble réagir sur des niveaux techniques aussi. Et puis dans les autres actifs, là aussi, qui marquent peut-être une pause, voire un renversement de tendance en avril, il y a ce qui se passe du côté des changes. L'euro-dollar est passé de 1,17 fin mars à 1,21. Je crois qu'on a même franchi 1,21 ces dernières heures sur la parité euro-dollar. Tout à fait. On avait une phase de consolidation qui s'était mise en place. Avec nous, on l'a isolé dans un drapeau qu'on voit ici en noir, une petite phase de consolidation après avoir été chercher des pics, donc toujours un mouvement haussier de long terme. On a un peu mordu le bas du fanion, on est allé chercher des extensions un peu plus basses, mais l'idée c'est un trading range, un 19,20, un 22,28. On retrouve un regain d'intérêt sur la position nette spéculative pour la première fois depuis fin janvier, cette semaine, la semaine dernière. Donc il y a un tout petit peu d'intérêt spéculatif, on voit que ça se traduit par une accélération haussière, et donc un trading range et surtout une possible réactivation de la dynamique haussière. Au-delà de un 22,28, on va préférer les horizontales, pour aller chercher un 25,42, pourquoi pas. On voit que le niveau d'alerte qu'on avait fixé à un 16,05 a été largement n'a pas été touché du tout et que l'euro-dollar a réagi rapidement. Bon. Et à l'inverse, si on revient du côté des matières premières, on parlait des métaux précieux avec l'argent. Quand on regarde les matières premières énergétiques, le pétrole Brent, par exemple, que vous aimez bien suivre, Romain. Alors, je ne sais pas si vous parleriez d'un manque d'intérêt, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il y a quand même moins d'intérêt spéculatif sur cet actif-là. Alors moins, effectivement, une phase de consolidation qui s'est mise en place après une énorme accélération qu'on voit ici depuis les points bas et le passage en cotation négative du Brent. Oui, c'était il y a un an. Il y a un an, voilà, on voit le rebond qui s'est formé depuis, assez tonitruant, et donc on est allé chercher une zone cible située entre 71,60 73 95. Depuis, il y a une petite pause qui est marquée, mais on identifie maintenant un canal haussier de long terme qui est bien actif et des niveaux de 64,40 sur le Brent qui sont bien défendus. Et peut-être, donc on a procédé des allers-retours, vraiment des arbitrages rapides de quelques pourcents, mais peut-être aussi une réaction sur un bas de canal qui pourrait se prolonger et donc aller chercher cette zone cible au moins dans un premier temps, et puis des extensions comme on le voit avec pas beaucoup de résistance au-delà de 73,95 pour aller chercher des extensions jusqu'à 82,70 si on arrive à rebondir un peu. L'intérêt est médian, il n'y a pas de changement d'intérêt du côté de la position spéculative depuis plusieurs semaines maintenant sur le Brent. Mais le scénario principal, c'est quand même l'idée d'une consolidation plus que d'un renversement complet de la tendance qu'on a observée. Il n'y a pas de signaux baissiers dans les médias. La position nette spéculative stagne, les supports sont défendus et la pause est plutôt normale. C'est ce qu'on escomptait après être allé chercher cette grande cible. Pour l'instant, il n'y a pas d'idée de retournement de ce côté-là, non. Bon, si on prend le CAC 40 là, avec la version court terme du CAC, le graphique hebdomadaire, le graphique journalier, 14 heures sur le futur CAC. Toujours se souvenir que d'ailleurs que le mois de mai est un gros mois de détachement de dividendes. Là, on travaille sur le futur mai, et donc il y a un écart important de quoi, 60 points au moins, c'est ça? 60 points aujourd'hui entre le futur et le cash.
entre le futur et le cash est 60 points plus haut, et le cash va tendre à diminuer et va tendre vers le futur tout au long des détachements de dividendes, donc notamment demain avec L'Oréal et Téléperformance qui vont détacher. Donc on va baisser, mais l'écart, il faut effectivement l'ajuster aujourd'hui par rapport au point qu'on note si on veut regarder le CAC 40 cash, il faut ajouter 60 points aujourd'hui. Donc là, la tendance, c'est qu'il y a absence de tendance depuis quelques heures. Après ce trou d'air et ce rebond, on est allé scaler dans un trading range 6171. Alors c'est 174,5 le point exact, mais 6171, c'est le bas de notre ancien biseau que j'ai remis un peu plus visible cette semaine parce qu'on est allé s'appuyer dessus la semaine dernière. Donc 6171, 174 en bas, c'est notre alerte intraday, et 6221 en haut qu'on est allé chercher encore vendredi au point près. Donc un marché qui est extrêmement technique, toujours drivé par beaucoup de spéculation, beaucoup d'arbitrage. Ce qui me fait dire que le rebond n'est pas très soutenu non plus par beaucoup de mains. Donc il n'y a pas d'alerte parce qu'il y a la couverture dans les portefeuilles. On pourrait même aller déborder ce niveau. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt que c'est un signal de baisse, mais ça veut dire que cette zone est fragile et que si on se mettait à l'enfoncer, eh bien on pourrait accélérer assez rapidement. Donc, c'était déjà vrai avant, hein. Avant la petite consolidation de la semaine dernière. Déjà, les niveaux sur lesquels on se trouve aujourd'hui, c'était des niveaux sur lesquels peu de monde était prêt à payer, Romain. C'est 12 risques qu'on escomptait, et ce trou d'air qui s'est produit assez rapidement. Voilà, on sait que il y a des paliers comme ça, et que donc sous ce niveau-là, on pourrait avoir un trou d'air rapide qui nous renverrait. Alors la première cible, c'est 6128, mais je pense qu'on irait assez rapidement chercher l'alerte de court terme à 6072. On voit que le marché a l'air de vouloir s'arrêter avant dans une zone que j'ai pas bien identifiée. Il y a des supports intermédiaires, mais pas de choses fortes. 6072, c'est notre alerte de court terme. L'alerte de moyen terme, elle est bien plus loin, entre 5816 et 5872. L'extension possible, c'est donc au-dessus de 6221. Ça va être le bouchon si on passe ce niveau, puisqu'il est très identifié par le marché. Et là, on a la possibilité de reproduire le trading range dans lequel on évolue, donc 6174, 6221. Ça donnerait une extension à 6267,5 exactement. Et puis 6284, une résistance importante. Et surtout, la borne haute du canal haussier de long terme au sein duquel le CAC 40 futur évolue depuis 2009 et qui se situe pour cette semaine à 6342 points, qui pourrait être le bouquet final pour aller chercher des extensions. Il faut dire que tous les autres indices majeurs ont allé chercher cette borne-là ou l'ont dépassée. On verra. Encore une fois, on regarde l'intensité des nouvelles attendues cette semaine. On verra l'impact de marché. On fera le point évidemment avec vous vendredi. Vous serez avec nous dans la leçon de trading à 19h15. Pour finir, un mot du Nasdaq. Alors c'est intéressant parce que dans sa version biotech, le Nasdaq biotech, c'est vraiment le Nasdaq et le Nasdaq biotech, deux indices là qui ont retrouvé leur surperformance au cours du mois d'avril. Alors le Nasdaq, oui, le Nasdaq biotech, justement, c'est pour ça que je vous le montre. Il est un peu sous-performant. Lui est en retard et très même en retard. Il ne bouge plus depuis. Là, c'est un graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Et on voit que lui, justement, il ne participe pas vraiment au rebond. En revanche, on identifie très bien, une ligne de tendance haussière de long terme en bleu et qui est sur laquelle au-delà de laquelle il évolue et sur laquelle on voit des mèches. Il y a 3 ou 4 mèches qu'on voit bien en bas, qui signifie que dès qu'on a touché ce niveau-là, l'indice est reparti. En revanche, on n'arrive pas à déborder l'autre borne haute qui forme un triangle symétrique. Rien, il n'y a pas de signal encore, mais au débordement de 4929, on a de bonnes chances d'accélérer, d'aller chercher les points hauts historiques. Ça correspondrait parfaitement 5465, et donc qui pourrait être le réenclenchement de la dynamique haussière et peut-être des poches d'intérêt qui nous manquent pour aller chercher ces extensions justement. Bon, on verra. Semaine intense, on vous le répète, sur le front des flux de nouvelles attendus, que ce soit en matière de politique monétaire, en matière macroéconomique ou encore en matière de publication d'entreprises. Romain Dobré avec nous chaque lundi pour le plan de trading dans Smart Bourse avec Bourse Direct. Et une semaine marquée notamment par la décision et la communication de la Réserve fédérale américaine après celle de la BCE la semaine dernière. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste de Pictet Wealth Management. Frédéric, c'est vrai que le marché a l'habitude de regarder les positions de banques centrales les unes par rapport aux autres. On peut redire un mot de la Banque centrale européenne qui ne change rien pour l'instant à sa position de politique monétaire, même si on sent peut-être que le consensus que Christine Lagarde arrive à maintenir se fragilise au fur et à mesure que la reprise approche en zone euro. Qu'en est-il de la Fed ? Est-ce que la position de patience édictée par Jérôme Powell reste une position solide pour la réunion cette semaine, Frédéric ? Oui, je crois que non seulement la position et la fonction de réaction, comme on dit, de la Fed reste solide, bien ancrée, consensuelle, on a peu de dissension, mais la principale différence avec l'Europe, c'est ça, c'est qu'on a une image quand même d'homogénéité, de patience, sans désaccord au sein du FOMC aux États-Unis, alors même que l'économie américaine non seulement est en avance
dans sa campagne de vaccination. Non seulement les chiffres sont déjà bien meilleurs, et en plus s'attend à ce que le rebond soit beaucoup plus fort qu'en Europe, compte tenu de la dose de relance budgétaire qui est dans les tuyaux, si j'ose dire. Donc, quelque part, pour la Fed, ça devrait être plus compliqué, or c'est plus simple. Je crois que ça participe vraiment de la compréhension des marchés obligataires, notamment, depuis le début de l'année, qu'on est dans une période exceptionnelle, que le cadre opératoire de la Fed, et d'ailleurs celui de la BCE également, a changé pour de bon, et qu'on peut discuter du début du tapering, de la réduction des achats d'actifs aux États-Unis. Ça va être clairement le focus cette semaine et surtout au mois de juin. On peut discuter de la date de la première hausse de taux et du rythme des hausses de taux et du point terminal également, jusqu'où une banque centrale peut aller aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, honnêtement, le marché comprend plutôt bien ces fonctions de réaction et les considère comme crédibles. Jusqu'ici, tout va bien. La difficulté viendra quand on aura peut-être, entre guillemets, trop de bonnes nouvelles et ou que peut-être aussi certains membres de la Fed, comme en Europe, commenceront à être un petit peu en désaccord avec le chef. Est-ce que vous avez le sentiment ou la conviction, Frédéric, que la Fed essaye de tout faire et se donne les moyens d'éviter une crise de marché liée au tapering, à la réduction progressive des achats, qui interviendra à un moment comme celle qui s'est passée en 2013 ? Est-ce que c'est une leçon qui a été bien retenue ? Est-ce que c'est possible de ne pas répéter ce qui a été perçu comme peut-être une des grandes erreurs de communication de la Fed au cours des dernières années ? Oui, encore une fois, je le répète, Jérôme Powell n'est pas un économiste, c'est un pragmatique. Il a vécu plutôt à l'extérieur de la politique monétaire, mais il a vécu lui aussi ce choc de 2013. Il sait qu'il faut préparer les esprits. Il y a des éléments techniques qui se sont ajoutés depuis 2013. Le fonctionnement du marché de la dette américaine, qui est pourtant le plus liquide, le plus profond au monde, reste compliqué d'un point de vue de la microstructure. C'est très volatile. On a des flash crash, on a des épisodes que même plusieurs mois après coup, on ne comprend pas complètement. Donc il faut rester prudent. Il peut y avoir des mouvements d'amplification de hausse de taux qui peuvent reprendre cette année sur la partie longue de la courbe au moment où, bien sûr, le gouvernement américain émet énormément de dettes. Donc il y a certainement des risques, mais il y a aussi ce bénéfice de l'histoire, de l'expérience, du pragmatisme aux États-Unis qui, me semble-t-il, pour l'instant, est parfaitement maîtrisé. Alors en revanche, ils ont tout dit. On est à un point d'inflexion de l'économie, on va rester patient, il y a des risques, tout a été dit. S'il fallait maintenant réagir, il faudrait faire. Et dans ce cas-là, la Fed n'est pas prête, je pense, en tout cas certainement pas cette semaine, à augmenter le rythme des achats d'actifs. Il faudrait vraiment un choc. Donc si par une raison ou une autre, pour une raison ou une autre, les taux venaient à remonter, effectivement, il faudrait que la Fed réagisse peut-être a posteriori par des actions, par un changement de la communication plus explicite. Et là, on n'y est pas. On viendra d'ici l'été surveiller bien sûr tous les chiffres. Je pense que là aussi, c'est un point très important. Toutes les banques centrales deviennent plus dépendantes aux données plutôt qu'à un cadre théorique qu'elles ont essayé vraiment d'établir avec la crédibilité qui va avec. Bon, sur le plan européen, il va falloir suivre évidemment l'expérience italienne. Mario Draghi présente aujourd'hui devant le Parlement italien son plan de résilience pour l'Italie. Donc on parle de peut-être plus de 230 milliards d'euros de soutien effectif à l'économie italienne. Une grande partie vient des fonds et des dotations européennes, mais il y a également une partie financée sur le plan domestique par l'Italie elle-même, sur le marché de la dette bien sûr. C'est important pour l'Italie, c'est important pour l'Europe évidemment. Frédéric, l'Italie étant perçue depuis la création de la zone euro, peut-être comme le perdant structurel de cette zone économique et monétaire. Bien sûr, c'est le vrai enfant malade structurellement. Alors depuis plusieurs semaines, encore aujourd'hui, on voit fleurir des articles à juste titre, je pense, sur le succès de Mario Draghi comme Premier ministre, le premier Premier ministre italien qui vraiment parvient à mettre en place des réformes. Ce paquet de relance de plus de 220 milliards d'euros me semble bien ficelé, bien équilibré, bien vendu. Et il reste la partie la plus importante, c'est la mise en œuvre. Et la charge de la preuve, elle est toujours, même pour Mario Draghi, sur le gouvernement italien. On sait qu'on a déjà eu des faux espoirs par le passé et cette fois, c'est le vrai test. Il faut que cet argent soit bien dépensé, qu'il n'y ait pas de perte en ligne, qu'il y ait une efficacité dans sa mise en œuvre et pas seulement aujourd'hui sous Mario Draghi, entre guillemets, mais pendant plusieurs années. Ce sont des plans de relance qui vont durer plusieurs années. Il y aura des élections, il y aura des problèmes et peut-être des obstacles à franchir également pour le prochain président et Premier ministre italien. Et dans ce contexte qui est un petit
peu embêtant, entre guillemets, pour l'instant, ce n'est que le début, mais que le timing est un petit peu compliqué parce que depuis que la Banque Centrale Européenne s'est engagée à augmenter le rythme de ses achats d'actifs, ce qui n'est pas très clair pour l'instant dans les chiffres encore, eh ben les spreads se sont légèrement écartés. Le financement de la dette italienne est un petit peu plus élevé aujourd'hui. C'est absolument rien d'alarmant, mais comme vous l'avez dit, effectivement, une partie est malgré tout financée à moins de 1% par la dette domestique italienne et non pas par des transferts directs de l'Europe. Il faut que tout ça reste crédible là aussi et que la mise en œuvre de ce programme permette au coût de refinancement de l'État de rester le plus bas possible. Est-ce qu'un pays dont le ratio dette sur PIB va atteindre 160%, est-ce que ce pays-là peut rester crédible aux yeux des marchés obligataires? C'est ça la question pour l'Italie, Frédéric. Je crois vraiment que dans l'Union économique et monétaire, en tout cas, mais la même chose peut être dite à différents degrés aux États-Unis, au Royaume-Uni et évidemment au Japon. Le niveau de dette absolue est devenu une des variables, mais certainement pas la variable principale dans l'optique, en tout cas, des marchés qui analysent ce risque. On a une intégration budgétaire, on a une union budgétaire qui commence à se dessiner, on a une banque centrale qui est quand même crédible et engagé à racheter cette dette aussi longtemps qu'il faudra. Et puis, on a les perspectives d'une croissance et d'une inflation qui pourraient enfin permettre à l'Italie de réduire la dette dans la durée. À terme, toutes les questions se posent comme d'habitude. Est-ce qu'il y aura peut-être un jour plus d'inflation, plus de croissance, ou est-ce qu'il faudra restructurer la dette d'une manière ou d'une autre au sein d'une union économique et monétaire? C'est pas complètement impensable. Mais aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est vraiment ce coût moyen de la dette, de la charge d'intérêt pour le pays, qui me semble être la variable principale et qui, elle, est plus basse et continue plutôt de baisser par rapport à quelques années. Donc l'Italie, vraiment, ce qui compte, c'est ce plan de relance, la croissance qui va derrière, son efficacité et sa mise en œuvre dans les mois qui viennent. Bon, se donner les meilleures chances sur le long terme pour l'Italie, ça passe par des efforts budgétaires intenses à court terme. Aujourd'hui, c'est le pari donc fait par Mario Draghi. Merci beaucoup Frédéric, merci pour vos commentaires de ce début de semaine sur les marchés et l'actualité de marché, les points importants, la Fed, le plan italien, et puis on vivra également au rythme des publications des GAFAM tout au long de la semaine, à commencer par Tesla ce soir. Frédéric Ducrozet qui était en visioconférence depuis Genève avec nous, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 18h30 sur Bismart.